Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 23 juin 2025. Avant-dernier Face à Pierrot dans cette maison, puisque je vais déménager dans ma maison. Alors dans quelles conditions, je ne le sais pas encore, parce que je peux vous dire que j'étais sur le chantier avec ma femme hier après-midi. Je ne sais pas trop dans quelles conditions ça va se passer au début. Mais enfin bon, on n'a pas le choix, il faut qu'on laisse cette maison le 1er juillet. Donc voilà, ce sera bientôt fini ce décor. La première question de la semaine est de Clément. Ryan Cherki a été durement critiqué sur les réseaux sociaux après son premier match avec City sur sa prestation décevante. Est-ce que tu trouves pas ça normal ou démesuré ? Je trouve ça surtout totalement stupide de ne pas avoir l'intelligence de comprendre que passer de l'Olympique Lyonnais à Manchester City, c'est une marche énorme. Effectivement, il a pas fait un bon match du tout, mais enfin bon, c'est un joueur que les autres ne connaissent pas et n'ont pas d'affinité avec lui, ils ne le connaissent pas, donc ils jouent pas forcément avec lui. J'ai vu quand même plusieurs situations où notamment Phil Foden l'a ignoré. Donc voilà, dans ces clubs-là, une place, ça se donne pas, ça se gagne. Et moi, je suis pas du tout inquiet pour Cherki. D'ailleurs, il est rentré un quart d'heure de la fin pour le deuxième match. Il a marqué son premier but. Donc voilà, il a fait un choix. Il a fait le choix de signer un très grand club avec une grosse concurrence, plutôt que de choisir un club peut-être un petit peu plus intermédiaire où il aurait eu un temps de jeu bien plus conséquent tout de suite. Ben voilà, c'est son choix et il faut le respecter. Arkman07. Le jour J arrive à grands pas pour l'Olympique Lyonnais. Ce mardi, selon John Textor, tout va bien. Mais vous, êtes-vous optimiste de la décision de la DNCG concernant l'OL ? Je ne sais pas. Honnêtement, vraiment, je ne sais pas. J'ai pas d'infos. J'ai pas d'ailleurs cherché à en avoir. On parle quand même d'un club qui, pour l'instant, est rétrogradé en Ligue 2 de façon préventive. Il faut voir ce que les efforts financiers et les ventes. Enfin, bon, pour l'instant, les ventes, c'est quand même pas, c'est pas les 40 millions de Cherki qui ont changé quand même grand-chose à l'affaire, vu le trou creusé par Textor. Maintenant, voilà, on voit qu'il est en train de vendre ses parts à Crystal Palace, mais bon. Il est en train. Tout ça, c'est que des suppositions. Bon, on voit que la DNCG, pour l'instant, est quand même plutôt compréhensive, ce qui est normal aussi, vu la situation actuelle du football français. De toute façon, il faut quand même être très clair, et il faut espérer que Lyon puisse continuer à être un grand club du championnat de France, parce que la rétrogradation de l'OL serait une catastrophe vertigineuse pour le football français. Alex Nissa du 06. Le PFC s'intéresse à Pablo Rosario pour son milieu de terrain. Est-ce que ce serait une bonne recrue pour le PFC, sachant que on ne peut reprocher à Rosario sa combativité et son engagement, malgré son gros déchet technique et qu'il a joué et a été capitaine au PSV Eindhoven. Alors, je ne sais pas d'où tu tiens cette info. Je suis plutôt pas mal renseigné sur ce qui se passe au PFC. Et on m'a jamais parlé de ce nom-là. On m'a parlé d'autres noms à ce poste de milieu défensif, beaucoup plus prestigieux d'ailleurs que celui de Rosario. Donc j'ai pas vraiment de... Enfin, moi je pense que ce serait quand même une bonne recrue pour un club promu de toute façon. Alex Nissa du 06. De nombreux Argentins ont joué en Ligue 1. Quel joueur argentin ayant joué en Ligue 1 t'a le plus impressionné ? Bianchi, Bruchaga, Gallardo, Lucho González, Pastor, Di Maria, un autre. On pourra ajouter Osvaldo Piazza pour les plus anciens. Moi, quand j'étais gamin, mon idole, c'était Carlos Bianchi. J'avais un sweat rouge avec marqué Carlos. Ce qui fait que, vu mon embonpoint, on pensait que j'étais fan du chanteur. Des noms que tu as cités, le plus marquant et le meilleur, c'est Angel Di Maria, qui a fait une très longue et sublime carrière au PSG. Arkman07. Les devoirs maison sont de moins en moins demandés par les profs, dû au fait que les élèves ont recours à l'IA. Mais en tant que journaliste de presse écrite, quel est votre ressenti sur l'impact que peut avoir l'IA sur le métier de journaliste ? Alors moi je suis un vieux con, donc j'utilise absolument pas l'IA. Aussi je l'ai utilisé pour jouer, pour faire les petites poupées là, comme tout le monde à un moment donné, mais
Voilà, j'ai jamais vraiment essayé de faire quoi que ce soit par l'IA parce que je sais pas, ça m'attire pas. J'imagine, et que c'est déjà le cas, que des journalistes font leur papier avec l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'avec ça, ils s'exposent à avoir des papiers sans la moindre personnalité, sans la moindre aspérité, sans le moindre humour. Mais j'imagine que ce genre d'imposteurs seront tôt ou tard démasqués. Donc voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce sujet. Kéké Détown. La Coupe du Monde des clubs a été marquée par 2 longues interruptions à cause de la météo. Si on ajoute à cela de très fortes chaleurs et de mauvais augure en vue de la Coupe du Monde l'année prochaine. De toute façon, il y a énormément de pays qui vont être assujettis aux très fortes chaleurs, avec des compétitions à cheval sur le mois de juin et le mois de juillet. Je veux dire, regardez, si la Coupe du Monde des clubs avait lieu en France la semaine dernière, les joueurs, ils auraient fait des matchs par 36, 37, 38. Le réchauffement climatique est tel que de toute façon, on sait qu'on va vers des étés de plus en plus chauds à peu près partout, à moins qu'on décide de faire toutes les Coupes du Monde à Brest et à Cherbourg. Mais sinon, c'est un phénomène auquel il va falloir s'accommoder. Et si dans les années futures, ces phénomènes de très forte chaleur continuent à être constatés un petit peu partout dans le monde, et ben, il faudrait peut-être effectivement commencer à imaginer des Coupes du Monde en hiver, comme ça s'est finalement très très bien passé au niveau climatique au Qatar. Geoffrey Gagneur me dit: quelle relation aviez-vous avec Pape Diouf, qui pour moi est le dernier grand président de l'OM, que ça soit pour son influence au sein de la Ligue 1 et ses relations avec les autres présidents de Longoria? Je n'y arrive pas, on dirait un ado capricieux et colérique qui joue à Football Manager en réel. On va te laisser la responsabilité de tes propos en fin de question. Pape, c'était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui parlait un français cristallin, qui avait une autorité naturelle, avec une chaleur humaine. C'est assez curieux d'ailleurs d'avoir quelqu'un qui en imposait autant, avec autant de douceur. Et je l'ai beaucoup côtoyé sur des plateaux télé, 100% foot avec Estelle. Il nous avait fait d'ailleurs un jour une métaphore avec des papillons et des éléphants auxquels personne n'avait rien compris sur le plateau, ce qui nous avait valu un fou rire. J'avais fait une émission à Marseille avec lui, une émission de Jamel Ben Salah, avec lui à la Cité Joyeuse, avec lui et Emmanuel Valls. C'était évidemment passionnant, c'était quelqu'un d'infiniment cultivé, qui avait beaucoup d'idées intéressantes, bien au-delà du foot. C'était quelqu'un d'irremplaçable. Et sa perte a été évidemment très soudaine, puisqu'il est parti à cause du Covid. Et c'est un grand chagrin. Arkman07 me dit: les supporters à la direction de l'Inter se sentent cocus dans la mesure où Inzaghi avait déjà donné son accord avant la finale de la Ligue des Champions. Et ils pensent que les joueurs de l'Inter n'ont pas abordé la finale dans les meilleures conditions. Comprenez-vous Inzaghi? C'est pas la première ni la dernière fois qu'on a un entraîneur qui quitte un club. Quand tu arrives à jouer une finale de Ligue des Champions, je pense que tu dois... je veux dire, le rôle de ton entraîneur, il est presque marginal. C'est-à-dire que en termes de motivation, je veux dire, c'est impossible de croire que les joueurs de l'Inter étaient perturbés par le fait qu'Inzaghi allait peut-être partir après la finale de la Ligue des Champions, parce que par définition, après la Ligue des Champions, c'est après la Ligue des Champions. Donc j'y crois pas. Par contre, ce à quoi je crois, c'est que la défaite en finale de la Coupe d'Italie, la perte du Calcio à la dernière journée, voilà, c'était beaucoup d'événements contraires qui ont évidemment plombé aussi la finale des joueurs de l'Inter. François Bréhin: dans quel club vois-tu signer Perrin? A-t-il le niveau des clubs comme Marseille ou Lyon selon toi? C'est toujours difficile à dire avec un joueur qui brille dans un club, je dirais. Quand je vais dire un club inférieur, comprenez bien ce que je dis. C'est pas un club qui joue le haut du classement. Voilà. Il y a toujours une marche dans le football. Voilà. Il y en a qui la franchissent avec
un talent incroyable. Je pense à Pacho, par exemple, qui est passé d'un club moyen de Bundesliga au PSG en sifflotant. Ce qui est sûr, c'est que Perrin a des arguments techniques pour y parvenir. Maintenant, je vois pas un club comme l'OM ou Lyon bâtir une équipe avec Perrin comme titulaire dans son effectif. C'est peut-être une erreur, hein, mais... Arkman 07. Thiago Silva souhaite revenir en équipe du Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Performant en Coupe du Monde des clubs avec Fluminense, en plus avec Ancelotti qu'il a connu avec Paris et Milan, le revoyez-vous venir en sélection nationale? Ce qu'il y a d'exceptionnel avec Thiago, c'est à la fois sa longévité et le niveau auquel il est, quoi. À 41 ans, il est vraiment au top. Bon, c'est pas quelque chose qui devrait nous étonner en France, parce qu'on a quand même l'exemple de Dante, après avoir eu celui d'Hilton. Il n'y a pas grand monde qui s'impose en défense centrale côté brésilien avec Marquinhos. Et effectivement, l'idée de recréer la défense centrale Marquinhos-Thiago Silva pourrait germer dans la tête de Carlo. Ce serait une histoire magnifique pour un joueur magnifique, un mec en plus d'une grande sensibilité, d'une grande gentillesse que j'aime beaucoup, qui avait eu des mots très touchants pour moi au moment de ma maladie. Donc le retour de Thiago Silva, je suis pour. Arkman 07, décidément très en forme. Le centre de formation de l'OM a été classé seulement 15e. Pourquoi il y a très peu de grands talents qui sortent de ce centre alors qu'il y a un gros bassin de population et que c'est un club mythique du championnat français? Pourquoi ce contraste? Parce que jusqu'à présent, jamais l'OM n'a misé sur son centre de formation. Ils n'ont jamais capitalisé sur par exemple, sur l'immense réussite d'un joueur comme Samir Nasri. Samir aurait dû être un étendard, un porte-drapeau, un symbole pour la formation de l'OM, et que ça aurait dû permettre au club d'inciter plus de jeunes à venir à l'OM. Or, je pense que dans la région, il y a beaucoup de jeunes très bons qui vont préférer aller à Monaco, à Nice, voire même à Montpellier, à Cannes, parce qu'en plus, ils vont avoir plus la paix qu'à Marseille, ou à Marseille, même jouer avec les jeunes de l'OM, tu as déjà quand même une forme de pression. François Bréhin, comprends-tu pourquoi Chelsea a rapatrié Santos et Sarr de Strasbourg pour ne pas les faire jouer ne serait-ce qu'une minute en Coupe du Monde des clubs sur les 2 premiers matchs? Non, je comprends pas. Alors, ils n'ont pas rapatrié Sarr, ils ont acheté Sarr. Hein. Alors même si c'est Bluco qui achète à Bluco, c'est de l'argent qui rentre sur les comptes du Racing Club de Strasbourg et qui sort des comptes de Chelsea. Ça revient donc au même que si c'était un transfert entre 2 clubs qui n'avaient aucun lien. Moi, j'ai été très surpris que Sarr aille à Chelsea, parce que je considère qu'il n'est pas encore prêt à être titulaire en Première Ligue, parce qu'il doit quand même encore progresser en termes de vivacité dans le jeu aérien, très important le jeu aérien en Première Ligue. En revanche, Santos, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que honnêtement, les scouts de Bluco sont à tous les matchs du Racing, donc ils le voient, le joueur. Ils voient le joueur exceptionnel que c'est. Ils voient que ce club, le PSG, s'est intéressé. Des clubs anglais sont intéressés, le Bayern est intéressé, ils le voient qu'ils ont un talent exceptionnel et ils restent le cul sur le banc de touche les 2 premiers matchs. C'est assez incroyable, c'est quand même une année très importante pour André parce que c'est une année de Coupe du Monde et André veut être dans la sélection brésilienne. C'est sûr que s'il est remplaçant et qu'il joue jamais à Chelsea, il va perdre sa place et je pense que c'est quelque chose qui va très très rapidement le gonfler et le plomber.